Voyons maintenant le GEVASCO. Il s'agit d'un document très important et il est malheureusement régulièrement oublié lors de la constitution du dossier MDPH. Il est rempli par l'établissement qui accueille l'enfant lors d'une réunion impliquant la famille, l'enseignant, le chef d'établissement et éventuellement les professionnels qui accompagnent l'enfant et l'enseignant référent. Bien souvent, c'est l'enseignant référent qui est en charge de remplir, en fonction de ce qui se dit lors de la réunion. Mais il peut se trouver que ça soit le chef d'établissement ou bien le professeur principal ou même l'infirmière scolaire. En tout cas, en aucun cas, ce sont les parents qui le remplissent. Et c'est pour cette raison-là qu'il est intéressant de s'être penché sur le sujet avant cette fameuse réunion, afin de savoir ce qui est en jeu concernant ce document. Pour pouvoir remplir le document, il faut faire une demande d'ESS, équipe de suivi de scolarité, avec pour motif demande de GEVASCO, première demande si tel est le cas, sinon renouvellement. À ce moment-là, l'établissement sait qu'il faudra remplir ce document lors de la réunion et que la famille souhaite constituer un dossier MDPH. Il n'est pas systématique que l'enseignant référent se déplace pour cette réunion, cela dépend beaucoup des départements et du volume de demande ainsi que des disponibilités de l'enseignant référent à ce moment-là. Attention, ne pas confondre l'enseignant référent et le professeur principal. Cela n'a rien à voir. L'enseignant référent est un ancien professeur ou enseignant qui occupe désormais une fonction d'enseignant faisant le lien entre les élèves en situation de handicap de plusieurs établissements auxquels il est rattaché et la MDPH. Son travail est de permettre à ces enfants-là de recevoir l'aide scolaire qui a été ordonnée par la MDPH. Il s'occupe donc également des dossiers MDPH. Lors de cette réunion, les parents de l'enfant sont convoqués, potentiellement l'enfant également, surtout à partir du collège, car il est plus à même de donner son avis sur la situation. La famille peut convier les professionnels de santé qui accompagnent l'enfant et c'est super important que l'ergothérapeute soit présent pour aider à préciser les difficultés de l'enfant afin que le document soit rempli correctement. Idéalement, je recommande aux familles de télécharger et étudier le document du GEVASCO en amont de la réunion, éventuellement le compléter, puis venir avec le jour de la réunion. Cela permet d'avoir une meilleure interaction et compréhension de ce qui se joue. Pourquoi tout ça? Parce que souvent, ce document est, disons, mal rempli par la personne qui en est en charge, car elle le remplit avec son prisme. Encore une fois, ce n'est pas que la personne veut mettre des bâtons dans les roues, mais si les difficultés ne sont pas suffisamment exprimées, eh bien, dans ce cas, beaucoup de cases en A vont être cochées. Vous allez comprendre ensuite en quoi c'est crucial ces histoires de cases A, B, C, D, car il y a 2 tableaux à remplir et c'est bien là le cœur du formulaire. Le fait que la famille vienne donc en possession du GEVASCO déjà réfléchi et pré-rempli, cela change la dimension des échanges. Il n'y a plus d'un côté un enseignant avec la feuille entre les mains et lui seul sachant ce qu'il note, mais bien une interaction qui va pouvoir se mettre en jeu pour débattre de quelle case cocher et pourquoi. Les 2 premières pages, c'est comme d'habitude. Il s'agit des renseignements administratifs et scolaires de l'enfant. À la 3e page, il s'agit de remplir l'emploi du temps de l'enfant. C'est important de ne rien oublier et idéalement à l'identique de ce qui a été noté dans le formulaire de demande MDPH, si vous vous souvenez bien, c'était au début. Donc, on y note les différents suivis, médicaux et paramédicaux. Si l'enfant ne mange pas à la cantine, il faut le noter aussi. Cela arrive que des enfants mangent toutes les semaines un sandwich dans la voiture, entre midi et 2, pour se rendre en rééducation orthophonique, par exemple. C'est assez fatigant. L'enfant n'a pas de pause. On pourra noter les temps d'intervention de l'AVS, si tel est le cas. Parfois, c'est l'occasion de se rendre compte que l'enfant est un peu chargé au niveau de son emploi du temps concernant les différentes prises en charge en rééducation. Et peut-être il va falloir faire des choix ou des aménagements
pour pas que l'enfant arrive au bout de l'année à plat ventre. Parce que les activités extrascolaires plus les rééducations, ça peut faire beaucoup. Ça m'est arrivé d'avoir des enfants qui font 2 activités sportives par semaine, plus de l'orthophonie, plus de la psychomotricité, plus l'ergothérapeute, plus l'aide aux devoirs avec un professeur particulier. Donc comme je vous disais, vraiment, c'est l'occasion de se rendre compte qu'il faut lever le pied quelque part. Après, bon, quoi qu'il en soit, ici, l'objectif, c'est de remplir l'emploi du temps de l'enfant en n'oubliant rien. Ensuite, très souvent, la page 6 va être complétée avant les 2 tableaux d'observation de l'enfant. En fait, contextuellement, lors de la réunion, la personne qui est en charge de remplir le GEVASCO va noter les renseignements administratifs au début de la réunion. Ensuite, chacun va se présenter, puis on passe à l'emploi du temps. À la suite de ça, chacune des personnes présentes va prendre la parole pour donner son point de vue concernant l'enfant et sa scolarité. En général, on commence soit par les parents, soit par le professeur principal. On va donc parler des difficultés rencontrées, parfois des progrès, comment on pourrait faire mieux pour aider l'enfant. Et donc, la personne qui remplit le GEVASCO va consigner tout ça dans chaque encadré prévu à cet effet. Il y en a un pour les parents, un pour les enseignants, un pour les professionnels qui accompagnent l'enfant en dehors de l'école. Et tout ça, ça va prendre du temps. Il peut se passer entre 40 et 50 minutes de réunion jusqu'à ce que chacun ait donné son avis sur la question. Et les tableaux d'observation de l'élève n'ont toujours pas été remplis. Donc, le tableau d'observation des activités de l'élève, c'est très important. Surtout au niveau du contenu des parties B et C, parce que cela correspond à des parties abordées lors du formulaire de demande MDPH. Comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, tout doit se correspondre et ça tourne pas mal en rond, puisqu'on répète les mêmes choses plusieurs fois, mais dites par plusieurs personnes différentes. On va dire que le formulaire de demande, c'est la voix des parents. Le GEVASCO, c'est la voix de l'école. Le certificat médical, c'est la voix du médecin. Les trois doivent dire la même chose. Et pour revenir à ce fameux tableau d'observation des activités de l'élève, souvent, la personne qui est en charge de le remplir va cocher les cases au fur et à mesure de la réunion, en fonction de ce qui est dit à l'oral par les uns et les autres. Et aussi en fonction de l'idée que il ou elle se fait des difficultés de l'élève, qui sont classées en A, B, C ou D. Et par manque de temps, les échanges autour de ce tableau vont être passés sous silence ou bien évoqués de manière très rapide concernant les plus gros items. La plupart du temps, la personne qui remplit ce formulaire ne détaillera pas point par point chacun des éléments du tableau pour se mettre d'accord des cases à cocher ainsi que les commentaires à apporter. En tant qu'ergothérapeute, j'attends les 10-15 dernières minutes et si je vois que ça n'a toujours pas été abordé, dans ce cas, je vais prendre la parole pour demander à ce qu'on puisse enchaîner et prendre point par point chaque élément du tableau, parce que la cotation est cruciale pour le dossier de l'enfant. S'il n'y a pas d'ergothérapeute présent, ça sera aux parents de prendre leur courage à deux mains pour demander à ce que cette partie soit discutée. Voilà à quoi ressemble le tableau dont il est question, avec ses colonnes A, B, C, D, ainsi que les observations. Là, il s'agit de la page 4. Cela concerne principalement la sphère autonomie générale. J'ai surligné en jaune ce qui me semblait toucher particulièrement les enfants atteints de troubles neurodéveloppementaux. En l'occurrence, s'orienter dans le temps, dans l'espace, fixer son attention, mémoriser, etc. Et bien souvent, ces activités sont cochées en A, car vu de loin, ça semble OK. Et c'est pour cela que la discussion est importante. Pourquoi je dis que ce tableau est mal renseigné? C'est parce que les différentes activités évaluées doivent être cotées en absence de toute aide extérieure apportée. Par exemple, l'item s'orienter dans l'espace. Si on va un peu vite, on a vite fait de coter cet item en A. Parce qu'en soi, l'enseignant observe que l'élève arrive à se rendre d'un point A à un point B dans l'école ou le collège.
Mais c'est pas pareil un enfant qui arrive à s'orienter seul qu'un enfant qui va s'orienter en suivant le groupe. En fait, il faut cocher A si et seulement si l'enfant est capable de réussir l'activité en question, seul, sans suivre les autres, et de manière systématique ou presque. D'où l'importance de la discussion entre le corps enseignant, qui n'a pas toutes ces précisions précieuses que la famille peut apporter, et donc cela est valable pour l'ensemble des items, sauf ceux que j'ai barrés en rouge, car dans le cadre de troubles neurodéveloppementaux, les enfants ne sont pas concernés. Et donc il faudra cocher sans objet. Notez bien que plus il y a d'activités cochées en B, C, D, plus c'est favorable pour la reconnaissance de handicap. Et en même temps, il ne faut pas avoir la main trop lourde, car si beaucoup d'activités sont cochées en D, concrètement, ça peut aussi signifier que l'enfant n'a pas sa place en école ordinaire. Et là encore, il ne s'agit pas de mentir ou d'en rajouter. Il s'agit de faire évaluer correctement les difficultés de l'élève, ni plus, ni moins. Donc, pour bien coter ce tableau, il faut coter chaque activité en faisant abstraction de toute aide qui pourrait y être apportée, y compris un traitement pour le TDAH. Est-ce que l'enfant est capable de fixer son attention sans la ritaline? Il faut aussi faire abstraction des aménagements aides scolaires apportés. Parfois, les enseignants ne se rendent même plus compte que l'enfant réussit en A, mais si et seulement si il bénéficie des aménagements. Et donc, sans aménagement, il est peut-être en B, C ou D, etc. Nous nous trouvons maintenant sur la page 5. Cette partie du tableau est plus orientée sur la sphère école. C'est plus parlant et concret pour les enseignants. Donc cette partie-là est généralement mieux cotée. Mais cela n'empêche pas de s'accorder sur les cotations apportées. Une fois chaque activité cotée, c'est un plus de pouvoir apporter des précisions à la situation de handicap rencontrée par l'enfant dans le cadre scolaire. On peut donc expliquer, détailler les difficultés. À nouveau, plus il y a d'activités qui sont cochées en BCD, plus cela mettra en évidence des difficultés de l'enfant. À ce stade, s'il ressort du GEVASCO que l'enfant est plutôt autonome à l'école, car principalement les cases sont cochées en A, soit c'est qu'il ne présente pas les 50% de handicap, soit c'est que vraiment l'école a fait la sourde oreille concernant les difficultés, ou bien que les parents n'ont pas réussi à les exprimer suffisamment. En somme, si les parents ne sont pas d'accord avec l'évaluation réalisée au travers du GEVASCO, il est possible de s'exprimer à ce sujet, par exemple en ajoutant un paragraphe au projet de vie pour expliquer le désaccord de point de vue. À la fin de la page 5, c'est là où on pourra renseigner dans l'encadré les choix en matière de compensation scolaire. Toujours pareil, idéalement, ils doivent être formulés à l'identique que ceux demandés dans le formulaire de demande MDPH. D'où l'importance que la famille s'exprime à ce sujet. L'école n'est pas censée deviner ce qui a été demandé dans le formulaire MDPH. Au niveau des perspectives, on peut dire, par exemple, qu'on a essayé telle et telle solution pour aider l'enfant, mais cela n'est pas suffisant. Et donc, on souhaite maintenant un passage sur outil informatique et ou l'aide d'une AVS ou autre. Donc là, nous avons fini avec le GEVASCO. Il ne reste plus que le certificat médical.